Salut la Team Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Tech Recap où l'on fait le tour ensemble des actus tech de la semaine. Au programme, Nvidia mijote une RTX 5090DD spécialement pour la Chine, pendant que la RTX 5080 passe enfin sous son prix de lancement. On parle aussi d'une ouverture possible de la technologie NVLink Fusion. Chez AMD, ça bouge pas mal aussi. La marque commence déjà à esquisser l'avenir avec sa toute nouvelle architecture GPU UDNA. Et d'après certaines fuites, la Radeon RX 9070 GRE pourrait enfin sortir du marché chinois. Du côté d'Intel, on a une nouvelle confirmation de l'existence du GPU Battlemage G31 grâce au logiciel AIDA 64. Côté processeur maintenant, AMD frappe fort avec ses Threadripper 9000 et bonne nouvelle pour les gamers, le Ryzen 5 9600 X3D est bel et bien confirmé. Intel réplique avec les détails de sa gravure 18A qui promet des gains en performance et en efficacité. En parallèle, la marque continue d'ajuster les prix de son Core Ultra 7265KF. Ce duel technologique se prolonge aussi dans le monde des consoles. Microsoft et AMD officialisent un partenariat stratégique pour la prochaine Xbox. Et puis, surprise, une étonnante Steam Deck version 2019 refait surface pendant qu'on se rapproche de la sortie du Lenovo Legion Go 2. Enfin, côté jeux vidéo, première polémique autour de la Switch 2 avec des utilisateurs déjà bannis pour avoir utilisé des cartouches de sauvegarde. On a aussi eu droit à des fuites sur la campagne solo de Battlefield 6 et les fans de Borderlands peuvent se réjouir. Les précommandes du 4e opus sont ouvertes avec en bonus les specs PC révélés. Et évidemment, ce n'est qu'un aperçu, plein d'autres actus vous attendent, alors n'hésitez pas à jeter un œil au chapitrage en description. Allez, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Avant de plonger dans le vif du sujet, le petit rituel que vous connaissez bien, si ce n'est pas déjà fait, pensez à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer des prochains récaps, ça aide énormément la chaîne à grandir et je vous en remercie du fond du cœur. Et comme d'hab, on commence en douceur avec la section des bons plans, et cette semaine, c'est encore Epic Games qui régale avec un jeu qui va mettre vos neurones à rude épreuve. Si vous avez toujours rêvé d'enfiler le costume d'un agent de renseignement depuis votre PC, The Operator est fait pour vous. Gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 26 juin, ce jeu narratif et indépendant vous place dans la peau d'un opérateur du FDI, une agence fictive d'investigation. Votre mission, aider les agents à résoudre des enquêtes meurtres, disparition, cyberattaque en analysant des données directement depuis un bureau virtuel. Avec son ambiance paranoïaque et son slogan « Ne faites confiance à personne », le jeu mise sur la déduction et les énigmes complexes. Des glitches et messages cachés enrichissent une intrigue plus profonde autour d'un mystérieux hacker nommé HAL. Si ce jeu vous intéresse, récupérez-le gratuitement avant le 26 juin à 18h. Allez, on laisse tomber les enquêtes virtuelles pour se plonger dans l'actualité brûlante du monde du jeu vidéo. Cette semaine, le monde du gaming a été secoué par des annonces, des fuites et des découvertes matérielles assez surprenantes. C'est officiel, la folie de Borderlands est de retour. Gearbox et 2K ont ouvert les précommandes pour Borderlands 4 qui sortira le 12 septembre 2025. Bonne surprise, le prix de base est de 70€, échappant à la tendance des 80€. Côté PC, les configurations requises sont plutôt raisonnables. Au minimum, il vous faudra un processeur 8 cœurs comme un Intel Core i7 9700 ou un AMD Ryzen 7 2700X 16 Go de RAM et une carte graphique avec 8 Go de VRAM comme une RTX 2070 ou une RX 5700 XT, un SSD est obligatoire. Pour jouer confortablement, on passe sur un i7 12700 ou Ryzen 7 5800X 32 Go de RAM et une RTX 3080 ou RX 6800 XT. Le plus drôle dans tout ça, c'est l'édition Collector Echo 4 à 150$. Elle contient une carte en tissu, une figurine, un collier, mais pas le jeu. Oui, vous avez bien entendu, il faudra l'acheter séparément, une pratique de plus en plus courante mais qui fait toujours un peu grincer des dents. Après Borderlands 4, passons à un autre grand nom du FPS,
FPS, les fuites continuent autour du prochain Battlefield. Une courte vidéo de la campagne solo a été dénichée dans les fichiers de la dernière mise à jour de Battlefield Labs. Le dataminer Temporial, bien connu de la communauté, a partagé ce clip qui, bien que très court et clairement en cours de développement, nous donne un aperçu de l'ambiance. La scène montrerait la fin explosive d'une mission de destruction d'un barrage au Tadjikistan. Selon le leaker, la campagne comporterait 8 missions plus un prologue, nous emmenant dans des lieux variés comme l'Égypte, les États-Unis ou Gibraltar. C'est une info intéressante qui confirme le retour d'une campagne solo ambitieuse. Pour UA, ce nouvel opus est crucial après des annulations de projets, des licenciements et les ventes décevantes de certains titres. Le studio a besoin d'un gros succès pour redresser la barre. On attend avec impatience la révélation officielle cet été pour en savoir plus. Et puisqu'on parle d'avenir des consoles et des stratégies des géants du jeu vidéo, on en a parlé la semaine dernière et ça se précise, l'avenir de la Xbox est intimement lié à Windows. Microsoft a annoncé une interface plein écran optimisée pour les consoles portables, comme la nouvelle ROG Xbox Ali. Cette Xbox Experience for Handheld sera déployée sur d'autres appareils dès l'année prochaine. Cela soulève une question passionnante, et si la prochaine console de salon Xbox était tout simplement un PC sous une version optimisée de Windows? Cette stratégie permettrait à Microsoft de capitaliser sur sa domination écrasante dans le jeu sur PC. Imaginez une console de salon donnant un accès instantané à des dizaines de milliers de jeux Windows, y compris ceux de Steam, Epic Games, etc. Ce serait un avantage concurrentiel énorme face à Sony. Bien sûr, cela signifierait renoncer à la commission de 30% sur leur store fermé, mais face aux ventes en baisse des Xbox Series, ce virage pourrait être la bouée de sauvetage nécessaire pour relancer la marque Xbox dans nos salons. Restons dans l'univers PC avec une mise à jour bien pratique pour les joueurs Steam. Petite news qualité de vie pour les joueurs sur PC, Valve a mis à jour son client Steam en version bêta avec un nouvel overlay de performance bien plus complet. Fini le simple compteur de FPS, on a maintenant droit à un véritable moniteur de performance qui affiche l'utilisation du CPU et du GPU, leur température, l'usage de la mémoire et même des graphiques en temps réel. La fonctionnalité la plus intéressante est sans doute la détection des technologies de génération d'images comme le DLSS de Nvidia ou le FSR d'AMD. L'overlay affichera les FPS réels et les FPS upscalés, ce qui permet de mieux comprendre les performances réelles de sa machine et l'impact de ces technologies. C'est une excellente nouvelle pour les joueurs qui aiment optimiser leurs réglages sans avoir à passer par les logiciels des constructeurs. Pour l'instant en bêta, cette fonctionnalité devrait bientôt arriver pour tout le monde. En parlant de Steam, un objet collector inattendu refait surface. Retour vers le passé avec une pièce d'histoire du jeu portable, un prototype du Steam Deck datant de 2019, soit 3 ans avant sa sortie officielle, a été acheté sur eBay et testé par la chaîne Bringus Studios. Et c'est fascinant de voir à quoi ressemblait la bête à ses débuts. Loin de l'APU Zen 2 et RDNA 2 que l'on connaît, ce prototype tournait avec un AMD Ryzen 7 3700U, une puce basée sur l'architecture Zen+, et des graphismes Vega 10 bien moins performantes. Le système, qui tournait sur une version archaïque de SteamOS de 2020, a eu du mal à démarrer et affichait tout en mode portrait par défaut, même dans le BIOS. En jeu, les performances étaient évidemment très faibles, avec des chutes à 3 FPS sur Counter-Strike. Le plus gros goulot d'étranglement était les 2 Go de VRAM partagés contre 8 Go sur la version finale. Cette découverte montre à quel point le projet a évolué et témoigne de la collaboration de longue date entre Valve et AMD. Mais attention, tout n'est pas rose du côté des consoles portables. Si vous comptez utiliser des accessoires non officiels sur votre Switch 2, faites très attention. Des utilisateurs de la cartouche MIG-Flash, qui permet de jouer à des jeux depuis une carte SD, rapportent que leurs consoles ont été bannies des services en ligne de Nintendo. Ce qui est troublant, c'est que ces bannissements surviendraient même en utilisant des backups de jeux qu'ils possèdent légalement. Nintendo semble avoir mis en place une nouvelle méthode de détection sur la Switch 2. La firme a toujours lutté contre le piratage en identifiant les certificats de jeux partagés massivement, mais ici, même une utilisation personnelle semble déclencher l'alerte. Pour l'instant, le bannissement se limite à l'accès en ligne, mais Nintendo a déjà averti qu'il pourrait désactiver complètement les consoles. C'est un rappel brutal que l'utilisation de ce genre d'accessoires, même pour des raisons qui semblent légitimes comme la sauvegarde, se fait à vos propres risques et périls. Et pour terminer, une bonne nouvelle pour les développeurs comme pour les joueurs exigeants. Unreal Engine 5.6 est là et il apporte des améliorations de performance massives. Une vidéo de comparaison partagée par Mix Benchmark PC montrant une démo technique très gourmande tournant sur une RTX 5080 a révélé des gains impressionnants par rapport à la version 5.4. Accrochez-vous,
fou, on parle d'une performance GPU améliorée jusqu'à 25% et encore plus fou d'une performance CPU qui grimpe jusqu'à 35%. Cela signifie que les futurs jeux utilisant cette version du moteur pourraient tourner beaucoup plus fluidement avec des frame time plus stables sans même avoir besoin de changer de matériel. En plus de ça, la qualité d'image a été améliorée, notamment au niveau de l'éclairage, global lumen et des réflexions. C'est une excellente nouvelle pour tout l'écosystème du jeu vidéo car cela va permettre aux studios de créer des mondes encore plus riches et détaillés tout en optimisant l'expérience pour nous, les joueurs. Maintenant, accrochez-vous bien, on passe à la section des histoires folles de la semaine. Bienvenue dans l'Insolitech. Cette semaine, on a eu droit à 2 histoires d'arnaques complètement dingues qui montrent qu'il faut être extrêmement prudent en achetant du matériel d'occasion ou à des prix trop attractifs. La première, rapportée par Gamers Nexus, concerne un utilisateur qui a acheté un AMD Ryzen 7 9800X3D sur Amazon. Le processeur ne fonctionnait pas et pour cause, après l'avoir décapsulé, l'équipe de Gamers Nexus a découvert qu'il n'y avait absolument rien sous le capot, pas de puce CCD, pas de puce IO-Day, juste un substrat vide. Les escrocs avaient même fait en sorte que le capot métallique dépasse un peu pour donner l'illusion qu'il y avait quelque chose en dessous. Dans la même veine, un technicien de la chaîne Northwest Repair a reçu une Zotac RTX 5090 achetée $2000 à un vendeur chinois. Une bonne affaire en apparence vu que la carte est quasi introuvable. Mais en démontant le refroidisseur, la surprise fut totale. Le die du GPU et toutes les puces de mémoire GDDR7 avaient été arrachées du circuit imprimé. La carte était littéralement une coquille vide. Ces 2 histoires sont un rappel brutal. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Après ces histoires d'arnaque matérielle qui donnent froid dans le dos, direction un bug logiciel un peu moins grave mais tout aussi frustrant pour les utilisateurs. Parfois, une mise à jour censée améliorer la sécurité peut avoir des effets de bord assez cocasses. C'est le cas avec la dernière mise à jour de Windows Hello, la reconnaissance faciale de Microsoft. Pour corriger une faille de sécurité, Microsoft exige désormais que la caméra couleur soit utilisée en plus des capteurs infrarouges pour vous identifier. Auparavant, les capteurs IR suffisaient, ce qui permettait de déverrouiller son PC même dans l'obscurité la plus totale. Le résultat, eh bien maintenant Windows Hello ne fonctionne plus dans le noir, une régression assez ironique pour une fonctionnalité de confort. Certains rapportent que la simple lueur de l'écran peut suffire, mais ce n'est pas garanti. Il existe une solution de contournement, désactiver la webcam couleur dans le gestionnaire de périphériques pour forcer le système à n'utiliser que l'infrarouge. Mais bon, devoir choisir entre déverrouiller son PC dans le noir et avoir une webcam fonctionnelle pour ses réunions, ce n'est pas vraiment l'idée du progrès. Heureusement, tout n'est pas que régression et mauvaise surprise cette semaine. Place maintenant à une belle réussite de la communauté des modeurs. AMD a récemment annoncé le FSR4, leur nouvelle technologie d'upscaling basée sur l'IA, officiellement exclusive aux futures cartes RDNA 4. Fatigués d'attendre une éventuelle compatibilité avec les cartes plus anciennes, des modeurs ont pris les choses en main. Un utilisateur de Reddit a réussi à forcer l'activation du FSR4 sur une Radeon RX 7900 XTX, une carte RDNA 3. En utilisant des outils comme Optiscaler et une commande spécifique, il a pu faire tourner l'algorithme FSR4 sur des jeux comme Cyberpunk 2077. Les résultats sont fascinants, la qualité d'image est nettement améliorée, avec moins d'artefacts et plus de détails par rapport au FSR 3.1. Cependant, il y a un coût, les performances chutent de manière significative d'environ 20 à 30%. Cela explique probablement pourquoi AMD a décidé de ne pas supporter officiellement cette technologie sur les anciennes générations, l'architecture RDNA 3 n'étant pas optimisée pour les nouvelles instructions IA. Mais cela reste une bidouille de génie qui montre la créativité de la communauté. Passons maintenant aux étagères des magasins, virtuels ou non, avec les nouveaux produits de la semaine. Asus continue de jouer la carte du luxe avec sa série Dahab, qui signifie or en arabe, comme on l'a déjà évoqué ici. Après la RTX 5090, la marque a dévoilé la ROG Astral GeForce RTX 5080 Dahab Core OC Edition. Le design reste identique à celui de sa grande sœur, un carénage en métal moulé sous pression et des touches dorées du plus bel effet. La principale différence se remarque à l'arrière, avec une découpe GPU légèrement plus petite. Sous le capot, on retrouve 10 752 cœurs CUDA, 16 gigaoctets de GDDR7 et un overclocking d'usine. Et le détail qui tue, la carte contient 6,5 grammes d'or véritable, d'une pureté de 999, soit environ $700 de métal précieux à elle seule. Je sais qu'au moins un d'entre vous dans la communauté attendait une carte Dahab Edition un peu plus accessible.
Coucou à toi Estève. Enfin, tout est relatif. On parle juste d'un tarif probablement inférieur à celui de la 5090. Ce n'est pas exactement la 5070 Ti que tu espérais, mais au moins, on descend un peu dans la gamme. Destinée avant tout au marché du Moyen-Orient, cette carte vise clairement un public de niche en quête d'exclusivité et de performance, sans se soucier trop du prix. Aucun tarif n'a encore été annoncé, mais inutile de vous faire un dessin, la facture sera dorée. Côté affichage, BOE dévoile une technologie qui pourrait bien redéfinir les standards. Le futur de l'affichage est en marche. BOE, le géant de la fabrication d'écrans, a dévoilé un prototype impressionnant, une dalle LCD de 31,5 pouces, capable d'afficher une résolution 8K native à 120 Hz. Et si ce n'est pas assez, elle peut même passer en 4K à 240 Hz. C'est une véritable prouesse technique, surtout quand on sait que le matériel actuel peine encore à gérer le 4K à haut rafraîchissement. BOE a annoncé que la production de masse de cette dalle est prévue pour la fin de l'année 2025, même si peu de gens pourront en profiter pleinement à sa sortie. Cela montre que les fabricants d'écrans préparent déjà le terrain pour les futures générations de cartes graphiques. On se souvient avec un sourire de la RTX 3090, marquetée comme la première carte 8K, mais la réalité est encore loin. En tout cas, ça fait rêver. Avec tout ce beau matériel, il faut bien l'organiser. Corsair a pensé aux propriétaires de son bureau Plateforme 4 en lançant le Multi-Frame Pegboard. C'est une extension verticale qui se fixe à l'arrière du bureau et qui se compose de 2 grands panneaux perforés, de 3 étagères ajustables et de 13 crochets. L'idée est simple mais géniale, libérer de l'espace précieux sur votre bureau en vous permettant d'accrocher vos accessoires, vos casques, vos manettes et même du matériel de streaming Elgato grâce à des adaptateurs fournis. C'est un système modulaire et entièrement personnalisable, inspiré de ce qui existait déjà pour le plus grand bureau Plateforme 6. Et c'est une excellente solution pour ceux qui veulent un espace de travail ou de jeu propre, fonctionnel et organisé. Mais si vous manquez de place ou de budget, le cloud gaming continue de s'améliorer avec une nouvelle offre prometteuse. Le cloud gaming a une nouvelle offre intéressante. Shadow a lancé sa nouvelle formule Neo qui vient remplacer l'ancienne offre Boost et le bond en performance est significatif. Shadow promet jusqu'à 150% de gains en jeu grâce à une configuration virtuelle qui équivaut à un PC doté d'un processeur AMD EPYC 8 cœurs et d'une carte graphique de classe RTX 4060 avec 16 Go octets de VRAM, une Nvidia RTX 2000 ADA pour être précis. Le grand avantage de Shadow, c'est que vous n'avez pas juste un catalogue de jeux, mais bien un PC Windows complet dans le cloud, compatible avec tous vos logiciels, vos modes et vos périphériques. Les anciens utilisateurs sont mis à jour gratuitement et les nouveaux abonnements commencent à 38$ par mois. Après cette avancée dans le cloud gaming, restons dans l'innovation technologique avec un portable qui semble tout droit sorti du futur. Vous vous souvenez du Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, ce concept fou d'ordinateur portable avec un écran qui se déroule? Eh bien, il n'est plus un concept, il arrive à la vente. C'est une véritable prouesse d'ingénierie co-développée avec Intel. L'écran peut s'étendre verticalement, passant d'un format 14 pouces classique à un écran de 16,7 pouces, simplement en appuyant sur un bouton. L'intérêt? Offrir beaucoup plus d'espace d'affichage vertical pour la productivité, comme voir des dizaines de lignes supplémentaires sur un tableur Excel, plus de code, ou afficher des applications comme TikTok en plein écran. Il est équipé d'un processeur Intel Core Ultra et est certifié Copilot. C'est un produit ultra innovant, mais aussi ultra cher, à partir de 3499$. Toujours chez Lenovo, la marque semble également vouloir frapper fort avec une nouvelle version de sa console portable. Alors qu'on attendait des nouvelles, un représentant de Lenovo pour l'Amérique latine a peut-être vendu la mèche. Le Lenovo Legion Go 2 pourrait sortir en septembre de cette année, du moins au Mexique. Cette date semble plausible car elle correspond au calendrier de lancement du premier modèle. Le Legion Go 2 s'annonce comme une mise à jour majeure avec un écran OLED de 8,8 pouces et surtout le nouvel APU AMD Ryzen Z2 Extreme basé sur l'architecture Zen 5 et des graphismes RDNA 3.5. Cette puce promet un gain de performance significatif. Contrairement à la ROG Xbox Ally d'Asus, le Legion Go 2 ne devrait pas bénéficier des optimisations Windows de Microsoft dès son lancement, mais Lenovo a un partenariat avec Valve pour certifier SteamOS sur certains de ses modèles. Le prix n'a pas été annoncé, mais attendez-vous à une facture plus élevée que celle du premier Legion Go. De son côté, Asus nous surprend à nouveau avec un mini PC qui joue dans la cour des grands. C'est peut-être l'annonce la plus dingue de la semaine dans la catégorie mini PC qui se prennent pour des tours. Asus a dévoilé le ROG NUC 2025. Imaginez un mini PC de moins de 3 litres
à peine plus grand qu'une boîte à chaussures, qui embarque un processeur Intel Core Ultra 9 275HX de nouvelle génération jusqu'à 96 Go-octets de RAM DDR5 et surtout une carte graphique Nvidia GeForce RTX 5080 en version laptop. C'est une configuration de monstre dans un format ultra compact. Pour refroidir tout ça, Asus a développé un système Quiet Flow avec 3 ventilateurs et une double chambre à vapeur. Il dispose de toute la connectique moderne du Wi-Fi 7 au Thunderbolt 4 et promet des performances de rendu 4 fois plus rapides que les modèles précédents. C'est une véritable prouesse d'ingénierie qui brouille encore plus les lignes entre les PC de bureau et les formats compacts. Pendant ce temps, sur le marché des cartes graphiques professionnelles, une nouvelle venue attire l'attention. ASRock étend sa gamme Creator avec sa première carte graphique pour station de travail, la Radeon AI Pro R7 9700 Creator. Basée sur le GPU Navi 48, elle embarque 32 Go de GDDR6 sur un bus 256 bits. La grande nouveauté de cette génération, c'est qu'AMD autorise ses partenaires à créer des designs custom. Pour les cartes pro, ASRock a opté pour un design sobre avec un refroidisseur de type blower, mais avec une chambre à vapeur et des pads thermiques à changement de phase pour une meilleure dissipation. La carte est plus courte qu'une RX 7900 XTX et utilise le nouveau connecteur 12V 2x6. C'est intéressant de voir les partenaires apporter leur touche personnelle sur le marché des cartes professionnelles, ce qui pourrait amener plus de diversité et d'innovation. Voilà pour le tour d'horizon des nouveaux joujoux. On attaque maintenant le plat de résistance, la section la plus dense, les news tech de la semaine. Commençons avec une nouvelle qui va faire très plaisir aux joueurs qui cherchent à optimiser leur performance, surtout ceux qui n'ont pas les cartes graphiques les plus récentes. L'utilitaire Lossless Scaling, très populaire sur Steam, vient de passer en version 3.1 et c'est une mise à jour majeure. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lossless Scaling est un petit logiciel payant d'environ 7 € qui permet d'appliquer des technologies d'upscaling et de génération d'images à n'importe quel jeu, même ceux qui ne les supportent pas nativement. La grande nouveauté de cette version 3.1, c'est l'introduction d'un performance mode qui promet un gain de FPS pouvant aller jusqu'au double, donc 2 fois plus de performance. C'est une aubaine pour les possesseurs de vieilles cartes graphiques ou de PC portables avec un iGPU. En plus de ce mode, la mise à jour améliore la qualité visuelle globale avec une meilleure gestion des détails en mouvement rapide, moins d'artefacts comme le ghosting ou le scintillement et une meilleure détection des interfaces pour éviter qu'elles ne soient déformées. C'est une alternative universelle au DLSS et au FSR et cette nouvelle version la rend encore plus indispensable pour beaucoup de joueurs. Mais les optimisations ne s'arrêtent pas là car du côté des consoles, une annonce stratégique pourrait bien redéfinir le futur du gaming. C'est désormais officiel et confirmé par les deux parties. Microsoft et AMD ont signé un partenariat stratégique pluriannuel pour co-développer le silicium des futurs appareils Xbox. Sarah Bond, la présidente de Xbox, et Lisa Su, la PDG d'AMD, ont toutes deux communiqué sur cette alliance. Ce n'est pas juste pour une console, mais pour tout un écosystème, console de salon, appareil portable et même le cloud. L'objectif est de créer la plus grande avancée technique jamais vue pour une génération de consoles, avec des innovations graphiques majeures et une puissance accrue grâce à l'IA, tout en garantissant la rétrocompatibilité avec les jeux existants. Lisa Su a précisé qu'il ne s'agissait pas seulement de puces custom, mais d'une feuille de route complète de puces optimisées pour le jeu, combinant Ryzen et Radeon. Cette annonce solidifie la relation de longue date entre les deux géants et promet un avenir très excitant pour l'écosystème Xbox qui se veut de plus en plus ouvert et multi-appareil. Pendant que Microsoft et AMD préparent l'avenir, Intel agit dans le présent avec une politique tarifaire très agressive. Si vous cherchez à monter une configuration Intel de dernière génération, c'est peut-être le moment de craquer. Le prix des Core Ultra 7 265K et 265KF, basés sur l'architecture Arrow Lake S, continue de chuter. La version K est à 259 $. Ces offres incluent même un bundle de jeux et de logiciels. Newegg va plus loin en offrant un kit de 16 Go de RAM DDR5 6400 avec le processeur. C'est une offre très agressive de la part d'Intel qui cherche sans doute à rendre sa nouvelle plateforme LGA 1851 plus attractive car le coût des cartes mères reste un frein pour beaucoup. Ces processeurs offrent de bonnes performances en applicatif mais restent un peu en retrait en jeu face aux puces X3D d'AMD. Et puisqu'on parle d'Intel, la firme a aussi levé le voile sur sa technologie de gravure la plus ambitieuse à ce jour. Intel a profité du VLSI Symposium pour enfin lever le voile sur les détails techniques de son futur procédé de gravure, l'Intel 18A, et les promesses sont énormes. Prévu pour la production de masse fin 2025, ce nœud combine deux technologies majeures, les transistors Gate-All-Around ou GAA,
aussi appelée Ribbon FET, et l'alimentation par l'arrière de la puce, PowerVia. Cette dernière innovation permet de libérer de l'espace sur la face avant de la puce, améliorant la densité et simplifiant la fabrication. Concrètement, par rapport au procédé Intel 3, l'Intel 18A offre un gain de performance d'environ 15% à consommation égale. Mais si on pousse la tension, on peut atteindre une fréquence 25% plus élevée ou à l'inverse, réduire la consommation de près de 40% pour des performances équivalentes. C'est un bond en avant significatif qui pourrait permettre à Intel de rattraper, voire de dépasser, son concurrent TSMC. Les premières puces à bénéficier de cette gravure seront les processeurs Panther Lake pour PC portable et les Xeon Clearwater Forest pour les serveurs. Intel semble vraiment jouer son va-tout avec ce procédé qui est crucial pour son avenir, à la fois pour ses propres produits et pour son activité de fonderie pour d'autres entreprises. Je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte de découvrir les premiers produits concrets gravés avec ce procédé. Du côté d'AMD, les choses bougent aussi sur le segment des processeurs gaming à prix contenu. AMD confirme accidentellement l'existence de l'un de ses futurs processeurs. Un certain Ryzen 5 9600X 3D a récemment été repéré dans la liste de support des drivers d'une carte professionnelle AMD, ce qui confirme officiellement son existence. Ce processeur sera le successeur du 7600X 3D et devrait proposer 6 cœurs et 12 threads basés sur l'architecture Zen 5, avec en plus les 64 mégaoctets de 3D V-Cache qui font des merveilles en jeu. On peut donc s'attendre à un total de 102,5 mégaoctets de cache combiné. Cela en ferait une puce idéale pour les configurations gaming à budget maîtrisé, capable de rivaliser avec les Core i5 ou les Ultra 5 d'Intel. Sur ce terrain, on espère simplement qu'AMD ne refera pas la même erreur qu'avec le 7600X 3D, dont la disponibilité très limitée avait automatiquement fait grimper les prix. Et d'ailleurs, en parlant de ça, bonne nouvelle, le Ryzen 5 7600X 3D est enfin trouvable en France chez certains revendeurs comme Alternate et à un prix très correct de 269 €. Mais AMD ne se contente pas du milieu de gamme, la marque sort l'artillerie lourde avec ses nouveaux Threadripper. AMD continue de dominer le marché des stations de travail et des PC très haut de gamme avec l'annonce officielle de sa nouvelle série Ryzen Threadripper 9000. Basés sur l'architecture Zen 5, ces monstres de puissance sont conçus pour les créateurs de contenu, les ingénieurs et les scientifiques qui ont besoin d'un maximum de cœur. La gamme se divise en deux, la série Pro 9000WX pour les stations de travail professionnelles et la série 9000X pour le segment HEDT. Le fleuron, le Threadripper Pro 9995WX, embarque pas moins de 96 cœurs et 192 threads avec une fréquence boost qui atteint 5,4 GHz, le tout pour un TDP de 350 watts. Ces puces bénéficient non seulement de l'IPC amélioré de Zen 5, mais aussi d'une unité de calcul en virgule flottante AVX 512, ce qui va considérablement accélérer les applications qui l'utilisent. La plateforme reste sur le Socket Threadripper 5, compatible avec les cartes mères actuelles après une mise à jour du BIOS, et gère la mémoire DDR5 jusqu'à 6400 mégatransferts par seconde sur 8 canaux. AMD annonce des gains de performance allant jusqu'à 26% par rapport à la génération précédente et des performances jusqu'à 2,5 fois supérieures à celles du meilleur Xeon d'Intel. Le lancement est prévu pour juillet et ça va faire très mal. Et si les processeurs progressent à vitesse grand V, la mémoire n'est pas en reste avec une annonce majeure signée Samsung. Alors, pour être bien clair sur ce que ça veut dire, la DRAM 1C est la 6e et plus fine gravure de la classe 10 nanomètres. Attention, classe 10 nanomètres est un terme marketing. Ça ne veut pas dire que la gravure est à 10 nanomètres pile, mais qu'elle se situe dans une fourchette allant de 10 à 19 nanomètres. Chaque génération est un pas de plus dans la miniaturisation à l'intérieur de cette fourchette. On est passé de 1X gravé à environ 19 nanomètres à 1C qui se situe aujourd'hui autour de 10 nanomètres. Et c'est là que ça devient stratégique. Samsung compte utiliser ce procédé 1C plus avancé pour sa future mémoire HBM4 destinée à l'IA. Pendant ce temps, ses concurrents comme SK Hynix et Micron sont encore sur la génération 1B gravée à environ 13 nanomètres. C'est un pari audacieux de la part de Samsung qui, s'il est réussi, pourrait leur donner une avance considérable sur ce marché ultra compétitif. Chez Intel, la famille Battlemage s'étoffe peu à peu et tout porte à croire que le haut de gamme est enfin sur le point de débarquer. Alors qu'on connaît déjà les puces d'entrée et de milieu de gamme, tous les regards sont tournés vers le futur fleuron et cette
semaine, on a eu un indice majeur. Le très respecté logiciel de diagnostic AIDA64 a ajouté dans sa dernière version bêta le support de la puce BMGG31. C'est le nom de code du GPU qui équipera la future carte haut de gamme que l'on pourrait logiquement appeler Arc B770. L'intégration dans un logiciel comme AIDA64 n'est jamais anodine, c'est le signe quasi certain que des échantillons de tests circulent activement chez les partenaires et les développeurs et que le lancement se rapproche à grands pas. Selon les informations qui accompagnent cette mise à jour, cette puce BMGG31 serait bien la carte performance que l'on attend. On parle de 32 cœurs X2, la nouvelle architecture d'Intel et d'un bus mémoire de 256 bits. Elle sera donc bien plus puissante que la puce BMGG21 qui équipe les cartes plus modestes comme les Arc B570 et B580. C'est la pièce manquante du puzzle de la gamme Battlemage. Avec le support officiel du PCI Express 5.0, tous les éléments sont là. La vraie bataille pour Intel, celle sur le segment performance, est sur le point de commencer. Du côté d'AMD, on a une nouvelle qui pourrait bien faire plaisir à beaucoup de joueurs. La carte graphique Radeon RX 9070 GRE sort enfin de Chine. Lancée le mois dernier exclusivement sur ce marché, elle arrive maintenant à Taïwan. C'est souvent la première étape avant une sortie mondiale. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ces cartes GRE pour Great Region Edition ont souvent un excellent rapport performance et prix. On se souvient de la RX 7900 GRE qui était devenue un best-seller en arrivant chez nous. Techniquement, cette 9070 GRE est très alléchante. Elle est basée sur une puce Navi 31 et embarque 12 gigaoctets de mémoire sur un bus de 192 bits. C'est une configuration bien plus équilibrée que la 9060 XT, idéale pour le jeu en 1440p. On garde donc un œil très attentif sur cette référence. Si elle arrive en France à un tarif agressif, elle pourrait bien être la carte à acheter pour de nombreux joueurs. Toujours chez AMD, on regarde déjà vers l'avenir avec des détails très intéressants sur la prochaine génération d'architecture graphique. Le leaker très fiable Kepler, connu pour ses informations précises sur les architectures GPU, a révélé des détails sur la connectique de la prochaine génération de cartes graphiques Radeon. On ne parle pas de RDNA 4 qui vient d'être annoncé, mais bien de la génération d'après qu'on appelle pour l'instant RDNA 5 ou UDNA et qui portera le nom de code interne GFX 13, un sujet que j'ai déjà abordé ici il y a environ un mois. Selon ces informations, ces futures cartes, qui ne sont pas attendues avant 2026, seront les premières chez AMD à supporter la toute nouvelle norme HDMI 2.2. Cette norme, qui a été finalisée en janvier dernier, est une évolution majeure du HDMI, alors que le HDMI 2.1b actuel plafonne à 48 gigabits par seconde. Le HDMI 2.2 peut monter jusqu'à 96 gigabits par seconde. D'après Kepler, les GPU RDNA 5 supporteront 2 des 3 modes de cette nouvelle norme, les modes à 64 gigabits par seconde et 80 gigabits par seconde. C'est un bond en avant considérable qui permettra de gérer des flux vidéo encore plus exigeants comme la 4K à 240 Hz ou même la 8K à 120 Hz sans la moindre compression. Ce qui est intéressant, c'est que le mode le plus rapide à 96 gigabits par seconde ne serait pas supporté, du moins pas dans la première implémentation. Cela pourrait être une limitation matérielle ou un choix stratégique. Kepler note aussi qu'on ne sait pas encore si AMD adoptera le DisplayPort 2.1b, une norme déjà supportée par la concurrence. C'est une information très technique et lointaine, mais elle confirme qu'AMD prépare activement le terrain pour les écrans du futur et compte bien rester dans la course technologique sur tous les fronts. Mais Kepler ne s'arrête pas aux seules spécifications de connectivité. Selon toujours les informations révélées par Kepler, l'UDNA ou RDNA 5 apportera des améliorations substantielles par rapport aux générations précédentes. En matière de rasterisation traditionnelle, l'architecture délivrera un gain de performance d'environ 20% par unité de calcul, établissant une base solide pour les jeux de nouvelle génération. Cependant, les véritables révolutions se situent dans le ray tracing et l'intelligence artificielle, deux technologies qui redéfinissent l'expérience gaming. L'UDNA promet de doubler les performances dans ces domaines cruciaux, ouvrant la voie au path tracing en temps réel et à des techniques d'upscaling révolutionnaires comme le FSR 4 Redstone d'AMD. Cette évolution s'inscrit parfaitement dans la stratégie des constructeurs de consoles. Microsoft a déjà confirmé son intention d'utiliser Navi 5 pour sa prochaine Xbox, tandis que Sony développe avec AMD le Project Amethyst, visant à intégrer massivement l'IA dans le gaming. Mike Cerny de Sony évoque notamment l'importance des caches internes élargies pour supporter les réseaux de neurones convolutionnels légers, préfigurant peut-être les capacités de la PS6 Pro. Cette convergence technologique entre PlayStation 6 et la future Xbox, qui sera possiblement appelée Xbox Series 2, vers une architecture commune marque une étape décisive.
où l'innovation ne réside plus seulement dans la puissance brute, mais dans l'intelligence artificielle qui transformera fondamentalement notre façon de jouer. Mais revenons à des choses plus concrètes, avec des baisses de prix qui commencent à se faire sentir sur les GPU Nvidia. Au Japon, les prix de certaines cartes Nvidia commencent enfin à passer sous leur prix de vente conseillé. On a vu une GeForce RTX 5080 tomber à 170 000 yens, soit environ 15% sous son MSRP local, et une RTX 5070 Ti a aussi été vue avec une petite réduction. C'est un signe que la disponibilité s'améliore et que la bulle des prix post-lancement commence à se dégonfler. C'est une tendance qu'on espère voir arriver rapidement en Europe. D'ailleurs, en France, un article a fait grand bruit en signalant une Gigabyte RTX 5090 WindForce OC disponible au MSRP de 2239 €, une offre qui n'a sûrement pas duré longtemps, mais qui montre que des poches de stock à prix normal commencent à apparaître. Et toujours chez Nvidia, une nouvelle variante de la 5090 spécialement conçue pour le marché chinois fait surface. Suite aux restrictions d'exportation américaines, Nvidia doit adapter ses produits les plus puissants pour le marché chinois. Après la RTX 4090D, voici venir la RTX 5090DD. Le D ne signifie plus dragon, mais on ne sait pas encore à quoi correspond le DD. Oui, double D. Cette nouvelle carte serait basée sur un GPU GB202-240, une version encore plus bridée que celle de la 5090D, qui utilise le GPU GB202-250, tandis que la 5090 standard repose sur le GB202-300. La plus grosse différence viendrait de la mémoire. Selon les dernières rumeurs, elle embarquera 24 gigaoctets de GDDR7 sur un bus de 384 bits, contre 32 gigaoctets sur 512 bits pour les autres modèles. Le nombre de cœurs CUDA resterait cependant à 21 760 comme les autres 5090, ce qui est assez surprenant. Le but de Nvidia est de proposer une carte qui respecte les limitations de performance imposées par les États-Unis, notamment en ce qui concerne les capacités en calcul IA, tout en restant une option très performante pour le jeu. Cette stratégie de carte dédiée au marché chinois est désormais indispensable pour Nvidia afin de ne pas se priver d'un marché colossal. Enfin, pour conclure ce tour d'horizon, on revient sur une technologie stratégique de Nvidia qui continue de faire débat dans l'industrie. Le programme NVLink Fusion qui permet à des partenaires de connecter leurs propres puces, comme des CPU custom, à des GPU Nvidia reste une technologie très fermée. Bien que des entreprises puissent utiliser l'interface ultra rapide NVLink C2C, Nvidia garde un contrôle total sur le logiciel et les couches physiques qui gèrent ces connexions, obligeant même les partenaires à obtenir une licence pour utiliser ces puces de commutation NVLink. Les partenaires ne peuvent donc pas créer de système vraiment ouvert ou mélanger des composants de différents fournisseurs comme ils l'entendent. En réponse à cette approche propriétaire, un consortium de concurrents incluant AMD, Google et Intel promeut une alternative ouverte appelée UALink dont la spécification 1.0 a été publiée. C'est la bataille classique entre un écosystème fermé mais ultra performant et une norme ouverte qui promet plus de flexibilité et des coûts potentiellement plus bas. Alors que je m'apprêtais à conclure cette vidéo, deux informations intéressantes viennent tout juste de tomber. C'est un événement que de nombreux joueurs attendaient comme un signe divin et il s'est produit même de manière fugace. Le site allemand Computerbase a rapporté que pour la toute première fois, une carte graphique GeForce RTX 5090 est passée sous la barre symbolique des 2000 €. L'offre repérée chez le revendeur Mindfactory concernait un modèle MSI Ventus 3XOC listé au prix choc de 1999 €. Cette baisse est d'autant plus spectaculaire qu'elle représente plus de 10% de réduction par rapport au prix de vente conseillé officiel en Allemagne, fixé à 2229 €. Il faut se souvenir qu'à sa sortie et pendant de longs mois, ce monstre de puissance se négociait bien au-delà des 3000 €, rendant cette chute de prix encore plus vertigineuse. Fait notable, il s'agissait d'un modèle overclocké d'usine qui est habituellement vendu plus cher que les versions de référence, ce qui rendait l'affaire encore plus exceptionnelle. Malheureusement, l'euphorie fut de courte durée. L'offre, qui était une exception sur le marché, n'a pas tenu et le prix est rapidement remonté au-dessus des 2600 €. Néanmoins, cet événement n'est pas anodin. Il confirme une tendance baissière et montre que le marché du très haut de gamme commence enfin à s'ajuster, laissant espérer de futures baisses plus durables. Et à peine le temps de digérer cette baisse de prix historique que voilà déjà une autre info croustillante signée Intel. Alors que les fuites sur la version de bureau de Nova Lake font déjà grand bruit, de nouvelles informations de dernière minute issues de manifestes d'expédition viennent de dévoiler les plans d'Intel pour ses futurs ordinateurs portables très haute performance.
On apprend ainsi que la prochaine génération de processeurs pour ce segment, nom de code Nova Lake HX, utilisera un tout nouveau socket, le BGA 2540. Cette nouvelle est capitale car elle représente une augmentation de plus de 20% du nombre de broches par rapport au socket FCBGA 2014 utilisé par la génération Arrow Lake HX. Une telle augmentation implique une refonte majeure de la plateforme, rendant les cartes mères des ordinateurs portables actuels incompatibles. Cette évolution est nécessaire pour supporter les ambitions d'Intel, la série HX étant traditionnellement du silicium de bureau, adapté pour les laptops les plus puissants, notamment dans le segment de 55 watts. Ce nouveau socket devra être capable d'alimenter les architectures complexes de Nova Lake, qui pourraient, comme leurs homologues de bureau, comporter jusqu'à 52 cœurs. La hausse significative du nombre de broches permettra une meilleure alimentation électrique et une connectivité EES plus riche, indispensable pour nourrir de tels processeurs. Bien que les documents concernent pour l'instant du matériel de test et non le silicium final, c'est la preuve concrète qu'Intel prépare un bond de géant en termes de performance pour ses futures machines nomades. Et voilà qui conclut ce Tech Recap. Merci pour votre fidélité, c'était un plaisir de décortiquer l'actu avec vous. Comme toujours, dites-moi en commentaire quelle actu vous a le plus interpellé. J'ai vraiment hâte de découvrir vos avis. Si la vidéo vous a plu, un petit like fait toujours plaisir et soutient énormément la chaîne. N'hésitez pas également à partager la vidéo dans votre entourage pour que vos proches puissent eux aussi suivre l'actualité tech. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tech Recap. D'ici là, portez-vous bien. Salut!